C'est une question qui revient sans cesse. Comment un continent aussi riche peut-il encore peiner à trouver sa voie des décennies après les indépendances? C'est un vrai paradoxe. Et pour tenter de le comprendre, on va plonger aujourd'hui dans la perspective panafricaniste. C'est à la fois un diagnostic sans concession et une véritable feuille de route pour une libération totale. Alors, pour décrypter tout ça, on va suivre un plan en 6 étapes, très logique. On commence par le constat d'échec, histoire de bien poser le problème. Ensuite, on va creuser un peu pour trouver les racines de cette dépendance. On verra aussi pourquoi les plans qui ont été tentés n'ont pas vraiment marché. Et puis, on passera à la partie solution, l'unité, qui est vue comme un préalable indispensable. Ensuite, les grands piliers du changement. Et on conclura avec la vision d'ensemble, un projet de libération. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le constat d'échec. On va regarder la réalité en face, sans filtre, juste pour bien comprendre l'ampleur du défi. Regardez bien ce chiffre, 340 millions. C'est juste énorme. Au début du 21e siècle, c'était le nombre d'Africains qui vivaient avec moins d'1 $ par jour. On parle de la moitié de la population du continent à l'époque. C'est ce contraste, ce décalage violent entre cette pauvreté de masse d'un côté et les richesses naturelles absolument immenses de l'autre, qui est vraiment au cœur de toute notre analyse. Et cette citation, elle résume parfaitement le fond du problème. Parce qu'au-delà des chiffres, la vraie question, c'est celle du contrôle de son propre destin. Et c'est là que l'éclairage panafricaniste devient crucial. L'idée centrale, c'est que l'Afrique n'a pas été l'actrice principale de sa propre histoire, mais plutôt un instrument, un outil, dans l'histoire des autres. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Évidemment, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple accident de l'histoire. Non. C'est le résultat d'un processus, un très long processus. Et pour comprendre, il faut vraiment remonter aux racines de cette dépendance. Cette chronologie, elle est vraiment clé pour comprendre la mécanique. Tout a commencé avec la traite négrière, qui a littéralement vidé le continent de ses forces les plus vives. Ensuite, la colonisation est venue par-dessus, et elle a complètement réorganisé les économies pour une seule chose, le pillage des matières premières. Et là, attention, vient le point le plus important. L'indépendance politique, ça n'a pas du tout signifié l'indépendance économique. Le système a continué, il a juste changé de nom. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et il faut bien comprendre que cette dépendance, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine. C'était pas juste une question d'économie, de matières premières, non. Elle est aussi intellectuelle. On importe des concepts, des manières de penser qui ne sont pas forcément adaptées à la réalité du terrain. Et peut-être le plus important, elle est culturelle. Elle a coupé les peuples de leurs propres racines, de leurs propres valeurs. Et ça, ce point-là, il est absolument central pour tout ce qui va suivre. C'est exactement ce que le grand historien Joseph Kizerbo a appelé la dépendance sémantique. L'idée est super puissante. En gros, ça veut dire que même les mots qu'on utilise, des mots comme sous-développement ou pays en voie de développement, eh bien ces mots masquent la réalité. Ils nous empêchent de voir le lien direct de cause à effet. Ils nous font oublier que la pauvreté de certains est directement liée à la richesse des autres. C'est pas deux histoires séparées, c'est une seule et même histoire. Bon, le diagnostic est posé. Face à ça, on a bien tenté des choses, non? Évidemment, de nombreux plans ont été lancés au fil des décennies. Mais, et c'est là le problème, ils ont presque tous un point commun. Ils n'ont jamais vraiment osé la rupture totale avec ce système de dépendance. Prenons juste 2 exemples pour illustrer. Dans les années 80, on a eu le plan de Lagos. L'idée, c'était le développement par soi-même, pour soi-même. Un projet autocentré. Et puis plus récemment, on a eu le NEPAD. Là, c'était une autre philosophie. On cherche un nouveau partenariat avec le reste du monde. Donc, on a 2 approches qui semblent opposées, n'est-ce pas? Pourtant, du point de vue des penseurs panafricanistes, le résultat est le même. Aucune de ces tentatives n'a réussi à vraiment briser les chaînes de la dépendance. Alors si tous ces plans ont plus ou moins échoué, quelle est la bonne solution? C'est la question. Là, on quitte la phase de diagnostic pour entrer dans la prescription. Et selon cette pensée, tout, absolument tout commence par une seule et unique condition, un préalable non négociable. Et la question, la voici. Avant même de parler d'économie, d'usine, d'agriculture ou de technologie, quel est le fondement? La toute première brique sur laquelle tout le reste doit être construit. La réponse, elle est sans ambiguïté. Et c'est Kwame Nkrumah qui la formule le mieux. Pour lui, le préalable absolu, c'est l'unité politique. L'idée est simple, mais redoutable. Un continent divisé en plus de 50 petits États, c'est un continent qui reste faible, vulnérable. Dans cette optique, l'unité, ce n'est pas juste un beau rêve ou une option parmi d'autres. Non, c'est la condition de base, la condition de la survie et du développement. Et Cheikh Anta Diop, un autre grand penseur, va même encore plus loin. Pour lui, la seule solution viable, c'est un État fédéral africain.
C'est le seul moyen, dit-il, de garantir une souveraineté réelle, de mettre en commun les forces et les ressources, et surtout d'éviter ce qu'il appelait la sud-américanisation du continent, c'est-à-dire un destin de fragmentation permanente et de dépendance sans fin. D'accord, donc on a la fondation, l'unité politique, c'est posé. Mais on construit quoi dessus? Eh bien, le projet panafricaniste, il ne s'arrête pas là. Il s'appuie sur plusieurs grands piliers qui sont tous liés et qui se renforcent les uns les autres. Et voilà la feuille de route en 4 grands points. Et attention, ce n'est pas un menu où on peut choisir ce qu'on préfère, non. C'est un tout, un ensemble cohérent. D'abord, la rupture économique, pour changer complètement de modèle. Ensuite, la culture, comme socle, comme ciment. Troisièmement, la maîtrise de la science et de la technologie, comme outil de puissance. Et enfin, la démocratie et la bonne gouvernance, pour que tout le monde participe. Ce graphique, il est super parlant pour comprendre cette rupture économique. C'est un vrai changement de paradigme. L'idée, c'est de passer d'un modèle où on exporte massivement les matières premières brutes à un modèle où on les transforme sur place, pour développer une industrie locale. Et le but final, c'est de satisfaire d'abord son propre marché. Pour le dire simplement, produire pour soi avant de produire pour les autres. Et ce qui est fascinant dans cette vision, c'est la place centrale de la culture. La culture, ici, ce n'est pas juste du folklore ou du divertissement. Pas du tout. Elle est vue comme le véritable ciment de la nation, comme le moteur qui peut mobiliser les gens. L'idée, c'est que pour qu'un projet de développement réussisse, il doit absolument s'enraciner dans les valeurs, dans l'histoire, dans la conscience créatrice des peuples. Troisième pilier, et pas des moindres, la souveraineté scientifique et technologique. Là encore, l'idée n'est pas simplement d'acheter et d'importer de la technologie. Non, il s'agit de la maîtriser, de l'adapter à ses besoins et à terme, de la créer soi-même. Prenons un seul exemple. Le potentiel énergétique du continent est juste phénoménal. Entre le solaire et l'hydroélectricité, comme avec le barrage d'Inga, imaginez un instant si ce potentiel était pleinement développé par et pour les Africains. Ça changerait complètement la donne. On arrive maintenant à la conclusion. On a vu toutes les pièces du puzzle, alors maintenant, assemblons-les pour avoir la vision d'ensemble. Ce tableau, il synthétise vraiment bien tout le projet. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que tout est connecté. Le politique avec l'objectif de l'État fédéral. L'économique avec la rupture de la dépendance. Le culturel pour réaffirmer son identité. Et le scientifique pour maîtriser son avenir. Rien n'est isolé, rien n'est laissé au hasard. Chaque pilier en soutient un autre. Et tout ça converge vers un seul et même objectif, la souveraineté. Une souveraineté totale. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du message. Au fond, dans cette perspective, le développement, ce n'est pas une simple affaire technique, une histoire de chiffres, de pourcentage de croissance ou d'aide internationale. Non, c'est un projet politique, un projet beaucoup, beaucoup plus grand et bien plus ambitieux. C'est un projet de libération, une libération totale. Et on va terminer là-dessus avec une question qui résume toute la pertinence de cette pensée encore aujourd'hui. Si le développement est une libération totale, est-ce qu'un peuple peut se considérer comme vraiment libre si les cadres de son économie, de sa culture et même de sa pensée sont encore définis par d'autres? C'est une question qui mérite réflexion et qui reste bien sûr entièrement ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.